Avant que toute l'équipe ne prenne des vacances, nous allons vous proposer de revivre quelques temps forts de cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à partager avec vous depuis plusieurs mois. 200 millions de critiques, c'est avant tout une sacrée bande. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver avec mes camarades donc à l'Institut du Monde Arabe. Il fait un temps magnifique sur Paris. Estelle Martin, ma chère Estelle, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Alain Gerlache, qui malheureusement n'était pas dans le programme, mais est venu quand même. Voilà, j'ai vu de la lumière. Voilà, il a vu de la lumière, il a donc traversé la frontière. Mais il était dans le Thalys. Voilà, il était dans le Thalys. Mon camarade Michel, qui vient évidemment nous retrouver depuis Bonjour, sa Guillaume. Suisse magnifique. Julie Laferrière vient du pays, il fait moins 45 degrés. Combien, Ah oui. combien actuellement? Oh, vous exagérez à peine. Moins 30. Moins 30. Oui, ces temps-ci, il fait moins 30. Olivier Poivre-Lavant, vous avez déjà été dans un pays où il faisait moins 30? Oui, ça m'est arrivé près de chez elle, justement. Voilà, Olivier qui dirige, vous le savez tous, France Culture. France Culture. Oui, pas d'autres institutions. voilà, non. qui a une sorte de veste extrêmement, enfin bon, Bah, c'est moi. c'est une ouais, sorte de quand il est- cachemire mercerisé, c'est Occupez-vous magnifique. de la voisine. Qui est Ce quand garçon même- donc, qui a failli diriger le centre Pompidou, qu'on aurait rebaptisé le centre Poivre d'Arvor. Et vous, Pascal, Bonjour, la Guillaume. divine, une sorte de soie, un truc magnifique. Sauvage ou non? Et montrez-vous. Ah, Ah ouais, ah. ça gratte, hein, chez vous. Moi, ça gratte. Ça gratte, oui. ouais, ça gratte. Ça a toujours gratté. Mathieu Dugal, nous, on s'embrasse. Bah parce ouais, que évidemment, il faut le réchauffer, le pauvre garçon. Il vit par moins 30. Et donc, un petit nouveau. Bonjour Thomas, bienvenue Guillaume. dans l'équipe. Merci. Lise-Laure Etienne, ma chère Lise-Laure, vous êtes magnifique. Merci. Cette robe vous sied à ravir. Nous sommes avec celle qui travaille et qui dirige aussi la Parisienne, Christine Goguet. Ça vous va, ma chère Christine? C'est parfait, Guillaume. Une petite blague pour cette semaine, mon chéri. Vous en avez Bonjour une? Guillaume, bienvenue. Bienvenue. Jacques Lang, nous sommes ravis de vous accueillir. Tout à l'heure, j'ai eu le trait d'humour vaseux, mais qui est habituel dans mon cas, de vous présenter comme la réincarnation à la fois de François Mitterrand et de François Ier. C'était à la demande de mes camarades, bien évidemment. C'était un peu beaucoup Parce que quand nous même. sommes chez vous, ici à l'Institut du Monde Arabe, et on est ravis de vous accueillir. Et pour commencer cette rétrospective, nous allons revenir sur de grands sujets de société qui ont agité le monde culturel et au-delà depuis le début de l'année. Il a été question de l'art qui fait peur aux extrémistes avec les destructions en Irak et en Syrie, de l'art qui provoque avec Yann Fabre et aussi du retour de Voltaire contre l'obscurantisme. Le meilleur de 200 millions de critiques, c'est parti. Un irremplaçable patrimoine de l'humanité, saccagé à coups de masse et mis en scène au ralenti. Des statues millénaires défigurées au marteau-piqueur. Cette vidéo de propagande tournée par les activistes du groupe État islamique a provoqué un choc à travers le monde. Jacques Lang, pourquoi ces images sont-elles aussi douloureuses et violentes? Parce que, d'abord, on ne les comprend pas. On ne comprend pas que des êtres humains, doués d'un minimum de. Ben, il y a un aspect de d'intelligence. propagande. Il y a un Oui, aspect oui, oui, de bien sûr, propagande mais délibérée. on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'un être humain d'aujourd'hui puisse accomplir des actes aussi de destruction irréversible, de destruction d'une histoire, d'une destruction d'une civilisation. Et en même temps, comme vous le dites très justement, il y a l'aspect de propagande, car ces types fanatiques sont en même temps d'une intelligence perverse. Ils mettent en scène, ils filment eux-mêmes, au ralenti, dit-on, comme ils ont filmé les scènes de décapitation. Donc ils savent que ces images exercent une forme de terreur. Bien sûr que c'est la barbarie, bien sûr que c'est inacceptable, et bien sûr que nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais il y a une chose qu'on oublie de dire et de rappeler, c'est que ce sont aujourd'hui cet acte innommable, inacceptable, ces djihadistes qui détruisent le patrimoine international, dont certains sont des copies, mais enfin de toute façon c'est le geste et la propagande qui comptent, voilà. Et puis il y a des sites archéologiques qui sont vraiment détruits, qui ont vraiment disparu. Mais ce sont aussi les plus grands trafiquants d'art. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que
que sur le marché international, ces pièces valent de l'argent et donc ils savent, ils participent. Et là, je pense qu'il y a quand même une hypocrisie internationale sur le sujet, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de marché, s'il n'y avait pas des collectionneurs aux États-Unis, en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, bon, voilà, eh bien, il n'y aurait pas ce marché. Le marché, le trafic d'antiquités, c'est après les armes et après la drogue, le plus grand marché mondial, c'est 7 milliards d'euros par an. Alors, il faudrait peut-être aussi, c'est-à-dire enclencher une dynamique là-dessus, plutôt que tous s'asseoir, pleurer et dire... Il y a quand même une volonté de détruire des civilisations classiques. Mais bien sûr, mais les meilleures pièces... Il y a quand même le message de propagande. Bon, la roublardise est une chose, mais ce qui est important... c'est la roublardise. Non, parce qu'il y a plus de pièces aujourd'hui qui sont dans les mains du groupe État islamique pour être revendues et faire de l'argent... que de pièces détruites. Mais bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils voulaient détruire une mosquée. Alors, quand on est... Oui. Donc les gens de Mossoul ont occupé physiquement, ils ont entouré la mosquée pour empêcher les djihadistes de s'en approcher. Mais ça, c'est pas du courage pour... Voilà. Mais, disons-le, la solution n'est pas que culturelle. La solution, elle est globale. Aujourd'hui, la solution, elle est clairement militaire. Elle est militaire et politique. Achetez les journaux, again the phone. Nous avons du sang, nous avons de l'urine, nous avons du sperme, on transpire. Mon travail, c'est de célébrer la force de la vulnérabilité de l'humanité. Je trouve qu'il est grand temps de dire que l'art, c'est la provocation. Donc, alors, ce qu'on voit aujourd'hui dans les arts plastiques, d'abord, c'est pas nouveau. Vous savez, Caravage, dans son temps, c'était quelque chose. Ce bonhomme qui avait des aventures partout, qui est mort dans des conditions tragiques et qui a peint des choses qui ont beaucoup choqué. Il y a deux formes de provocation. Il y a la provocation qui est liée aux formes. C'est-à-dire que passer d'un style à un autre, l'art abstrait, aujourd'hui la performance, c'est une forme de provocation aussi. Il n'y a pas uniquement le sujet qui compte. Je pense que déjà la forme est un élément de provocation et les grands artistes sont des artistes qui ont changé les formes. Et puis il y a la provocation qui touche en effet à des sujets qui sont des interdits, des tabous. En l'occurrence, chez nous, on a maintenant accueilli Rodrigo Garcia, qui est un metteur en scène assez scandaleux, argentin, passé par l'Espagne, et qui fait aussi un travail de provocation. Mais ce qu'on oublie pour les gens de notre génération, c'est que dans les années 60-70, il y avait beaucoup de provocations dans l'art contemporain. Par exemple, il y avait, je crois, Gina Pan qui faisait du sang à partir de... du sang de boudin, à partir de son propre sang. Et l'exposition consistait à distribuer, pendant le cocktail, des petits ronds de boudin de son propre sang. Il y a Orlan qui a fait tout ça. Mais c'était quand même très marginal. Aujourd'hui, ça a du succès. C'est ça comme la grande différence. Alors, ça peut être extrême, comme ce qu'on vient de citer avec Yann Fam, mais ça peut être aussi Damien Hirst, qui est provocateur en coupant des requins ou des moutons en deux. En réfléchissant à cette question-là, je vais vous amener à New York et au Japon quelques secondes, parce que j'ai été témoin d'une scène qui est éloquente par rapport à la question qu'on pose. Est-ce que l'art s'est provoqué? Est-ce que la provocation est inhérente à l'art? J'étais au Brooklyn Museum et il y avait une très vieille dame magnifique en Chanel avec ses perles et elle se tenait sur son sac à main, vous la voyez. Et elle est devant une œuvre de Takashi Murakami. Et c'est deux immenses mangas. Une femme qui se tient la poitrine, un homme en face qui se tient le sexe. Et là, il y a une giclée de latex blanc qui fait tout le tour de la salle. Alors, la dame regarde l'un, l'autre, son sac à main, revient, puis elle dit « Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? » Peut-être pas, mais ça me choque. Alors, c'est de l'art. Et je trouvais que ça répondait en quelque sorte à cette question. Elle était touchée. Michel, vous n'avez rien dit. Ouais, je vous écoute, c'est passionnant, vraiment, je vous écoute avec intérêt. Moi, vous avez raison. Je prends des notes. Non, on parlait de la nudité. Alors, petit aparté, c'est pas là-dessus que je veux parler, mais par exemple, on a une artiste, entre guillemets, performatrice, fait la performance chez nous, qui s'appelle Milo Moiré, qui a pris l'habitude de se balader nue dans les expositions en Allemagne et ailleurs. C'est vrai que ça a l'air encore de choquer les gens, puisqu'on en parle, c'est pas un truc qui a l'air... regardez les faits même, ce qui n'a aucun rapport, mais c'est de l'actionnisme classique. Ça marche aussi. En revanche, dans ce que vous disiez, on parlait de la provocation. Olivier parlait notamment du passé. Michel-Ange l'a fait en dessinant des nus, ça avait suscité le Caravage, tout le monde. Enfin, l'histoire est parsemée de provocations. Mais pour qu'il y ait une provocation, c'est une palissade, mais il faut des provoquer. Donc, ce qui est intéressant dans la provocation, c'est ce que ça témoigne de la société dans laquelle cette provocation intervient. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, justement, c'est qu'on a l'impression... On en parlait, d'avoir été jusqu'au bout de toutes les provocations
en tout cas au niveau plastique. Sauf le religieux. Oui, Le religieux, quand même, résiste, on voit bien. Alors, il y a eu des allers-retours. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus... Il y a eu des périodes qui étaient plus tolérantes qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, en Suisse, un artiste qui n'est pas forcément des plus connus avait proposé une sculpture de Jésus gay. Ça avait suscité des réactions, alors que c'était une petite galerie dans une petite ville. On se souvient du Peace Chris d'Andrés Serrano. Absolument. Depuis les attentats, le traité sur la tolérance, ce réquisitoire de Voltaire contre le fanatisme religieux, est un étonnant succès de librairie. Et lui, il croit en un Dieu unique et il pense que les religions ne sont que des inventions humaines qui sont source de conflits. Et son argument principal, c'est de dire, mais pourquoi vous continuez à vous tuer les uns les autres alors que vous êtes tous fils d'un même père? Et donc il y a une phrase vraiment essentielle dans son propos, c'est « puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères ». Pour répondre à la demande, 20 000 exemplaires du traité sur la tolérance viennent d'être réimprimés. Ce que je trouve en effet intéressant, c'est qu'on puisse à certains moments se dégager un peu des événements que nous avons devant nous, en pleine face même, et prendre un peu de recul. L'histoire, c'est aussi le passé composé, c'est aussi essayer de comprendre que les problèmes auxquels on est confronté, évidemment, ils sont actuels et ils sont nouveaux, mais ils traduisent aussi des grands débats qui sont liés à toute l'histoire de l'humanité. Et je trouve ça important, et on doit aussi, dans les émissions d'information, à la télévision, à la radio, essayer de remettre les choses un peu en perspective. Je trouve ça important. Je vais vous faire une petite remarque. Oui. Autant sur le terrorisme, on a vu le monde entier accourir, y compris à la tête de manifestations à nos côtés, y compris les gens qui, dans le domaine de la tolérance, ont des gouvernements un peu particuliers. Mais est-ce que vous avez l'impression que, sur le plan de ce que représente justement Voltaire, c'est-à-dire une certaine forme de critique des religions, nous ne sommes pas un peu seuls? Oui, il y a évidemment énormément d'ambiguïté. Au Québec et au Canada anglophone, qui publie les caricatures? Au Québec, les caricatures ont été publiées et il y a vraiment une cassure, parce qu'on parle au Canada qu'il y a deux solitudes. Ça a été reconduit dans la question des caricatures parce que les journaux au Québec les ont toutes publiées et au Canada anglais, personne... Donc ils sont voltairiens chez les francophones et pas chez les anglophones? Oui, évidemment, il y a un héritage. Puis il faut dire aussi qu'au Québec, la question de la religion a été réglée il y a 50 ans. On a sorti l'Église, on est passé d'une société... ultramontaine, mais opprimée. Ma grand-mère, ma propre grand-mère, le curé passait chez elle pour s'assurer qu'elle soit enceinte à chaque année. Et donc, là, on est dans les années 40 à Chicoutimi, là, au nord de Québec. Alors, évidemment que c'est important d'avoir Voltaire. Et évidemment que, oui, Voltaire, peut-être que... Comme son époque, oui, il y avait des antisémites. Voltaire a fait preuve d'un certain antisémitisme, mais Voltaire s'en prenait à toutes les religions. Il s'en prenait autant au catholicisme, à l'islam. Il n'est pas, d'ailleurs, dans une excellente émission sur France Culture, Le régime des passions, il y a un spécialiste de Voltaire, Alain Sagère, qui remettait en question le fait, justement, qu'on le traite d'antisémitisme à tout vent. Et donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir qu'on a un philosophe qui est aussi... un disciple de Leibniz qui était quelqu'un de fataliste, tout va mieux dans le meilleur des mondes et on peut vraiment rien changer et les catastrophes qu'on vit, c'est parce que Dieu le veut, puis on peut pas y changer. Et Voltaire s'oppose à ça. Voltaire, c'est vraiment l'homme qui dit un instant. Il n'y a pas de message transcendantal et on a le pouvoir de remettre en question ce qui nous apparaît comme une fatalité. Et c'est en ça que c'est extrêmement moderne aujourd'hui. C'est en ça heureusement, qu'on peut se promener avec un livre comme ça. Mais je ne fais pas dans le relativisme, mais avouez que sur ce sujet-là, vous me rejoignez, mais en même temps, on est assez isolé mondialement. On est assez isolé. D'une certaine manière. Depuis le début de 200 millions de critiques, nous avons aussi beaucoup parlé musique, avec le succès de Christine and the Queens, le nouveau Grammy Awards obtenu par la béninoise Angélique Kidjo, le retour en fanfare du Suisse Stephen Escher, et nous nous sommes intéressés aussi au hip-hop francophone. La suite du meilleur de 200 millions de critiques, c'est tout de suite après ce qui est aussi une des marques de cette émission, l'omniprésence d'une célèbre québécoise. Dave Saint-Pierre est avec un nouveau spectacle qui s'appelle Fake à Lyon, avec quelqu'un qui va jouer le rôle de Céline Dion. Alors imaginez de la danse contemporaine avec... quelqu'un... Je vais la réanimer. À chaque fois que Mathieu dit Céline Dion... Non, mais c'est parce qu'on parle de Céline Dion à toutes les émissions, donc... Je trouvais que ça sonnait comme une Céline, mais moins maniérée. Céline Dion, la manière dont elle chante, il y a des petites intonations qui vont faire... Alors, là, je suis absolument pas d'accord avec vous, Mathieu. Absolument. Il faut réécouter l'album. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose d'aussi
novateur, à mon avis, qu'un groupe comme les Dead Obies. Donc, est-ce qu'ils font des reprises de Céline Dion? Pas encore. Quand on a la chance d'avoir une voix qui est un peu intemporelle, comme c'est le cas de Dylan, comme c'est le cas de Gilles Vigneault chez nous, qui a 87 ans, qui a toujours eu une voix un peu étouffée, même quand il était tout jeune. Vous l'imitez. Alors, merci. Alors, il chante toujours aujourd'hui, il se produit toujours. Et Céline Dion? Je laisse ça à Mathieu. Je laisse à Mathieu l'imitation de Céline Dion. Vous êtes sur le continent de l'autre côté. Donc je suis un bon baromètre pour Céline vous dire Dion. que... Céline Dion, on l'a dit qu'on n'en parlait pas. On peut pas. Non, mais Mathieu n'est pas là. Donc le fan numéro 1 de Céline Dion est absent. Oui, il a demandé à Olivier d'en parler. On s'achète un macaron pour le Festival d'été de Québec, qui est à 88 $. Et donc, avec ça... Et Céline, jamais au festival? Pardon? Céline et ses rejetons, jamais au festival? Il faut pas... Elle est allée. Elle est déjà allée. Ah oui. Elle a donné... au festival d'été de Québec. J'ai aimé, c'est la tête Totalement d'Estelle commercial. quand tu as parlé de Céline Oui, Dion. alors là, je ça, suis désespérée, là. Estelle, Mais il faut écouter la Céline, pas la Céline chanteuse à voix, mais la Céline peut-être de l'album 2. Je vous mets au défi de réécouter côte à côte ces albums-là. Blondie, son truc, tu lui parles plus souvent que nous en même temps. 2, c'est en haut de ma liste de lecture. Je propose d'essayer de faire une fois, comme on dit en Belgique, une émission où on ne parlera pas de Houellebecq ni de Céline Dion. Mais moi, parce que j'ai une ristourne de ses droits, chaque fois que je prononce son nom. Alors, je paie mon voyage. C'est du placement de produit. Je paie mon voyage ici, donc... Excusez-moi. Je lui ai donné 2 Valium avant que l'émission commence, donc ça va. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout, le ciel coule sur... Ça ne tient pas debout, le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout, sous mes pieds le ciel revient. Voilà le clip donc de cet excellent album de Christine and the Queens qui s'appelle Chaleur humaine. Battons-nous. Qui trouve ça formidable? Bigot. La question, c'est est-ce que Christine and the Queens peuvent être, ou peut-être, car en fait c'est une jeune fille de 27 ans, Héloïse Letissier, une Nantaise, qui a fait des études supérieures, hein, c'est une cagneuse, qui ensuite a fait Normal Sup à Lyon en études de théâtre, puis est partie à Londres en 2010 où elle a découvert les drag queens londoniennes. Et depuis, elle fait donc cette espèce de électro-transgenre. Mais est-ce que ça fait d'elle la Stromae française? C'est la question. Alors la réponse, c'est un peu. D'abord, elle a fait les premières parties de Stromae. C'est moins, sans doute, grand public et moins international que ne l'est Stromae. Mais en tous les cas, s'il y a une artiste française moderne aujourd'hui et je dirais presque énigmatique comme l'est Stromae, c'est bien aujourd'hui Christine and the Queens, avec ce côté à la fois électro-minimaliste, mais aussi elle est fan totale de Michael Jackson, donc sur scène, elle danse même avec... d'Alia, enfin même de vedettes de la R&B, Beyoncé, etc. Elle répète les mouvements. Mylène Farmer, sur justement l'androgynie bowiesque du personnage de Ziggy Stardust. Et puis, elle a ce côté performance artiste, comme on dit à New York, sur scène, de se présenter avec de la vidéo, avec des lumières, avec des danseurs, avec un plateau minimaliste, comme on le voit d'ailleurs dans la plupart de ses clips, et puis d'introduire dans des morceaux souvent chantés en anglais, aussi un certain nombre de classiques de la chanson française, un peu à la manière dont les rappeurs utilisent des refrains de tubes de R&B ou de pop, hein, comme l'ont fait Eminem, Jay-Z ou Kanye, mais elle le fait avec, alors ça a d'abord été Photo-souvenir de William Scheller, ensuite sur son album il y a Les Paradis perdus de Christophe. Et je me souviens, moi, vraiment avoir été convaincu par elle, alors non seulement en l'ayant vue à l'Olympia, mais aussi au Francofolie. Et c'était sur France 2 l'été dernier, par son interprétation, alors là, pour le coup, pas du tout électro, mais je dirais presque naturelle et directe et spontanée, de Aimer vaut mieux que d'être aimé de Daniel Balavoine. Donc oui, c'est une vraie artiste, très interpellante. Mais est-ce que c'est bien sur scène? Oui. La réponse, c'est oui. Oui. Clairement, déjà parce qu'elle chante très bien sur scène, en vrai, qu'elle danse et qu'elle a cette approche conceptuelle que vous avez décrite.
Angélique Kidjo, donc Eva, est deuxième Grammy Awards. Donc, il faut d'abord dire ce que c'est que les Grammy Awards, pour ceux qui sont... C'est l'équivalent des victoires de la musique, mais donc américaine et remis à Hollywood. Alors, ma chère Lise Laure, vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises. Qui est-elle, au fond? Comment peut-on caractériser son travail? En fait, Angélique Kidjo, son style, un peu, on peut dire qu'elle mélange tous les styles. Il y a du rythme, il y a de la blues, il y a du soul, il y a tous les rythmes dans la musique. Et puis, il y a surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle met en exergue des chanteurs africains, des percussions africaines. Et du coup, ça donne un mélange dont elle a le secret. Et puis surtout, ce que je veux dire d'Angélique, c'est son énergie. C'est vraiment quelqu'un qui est agréable à vivre et qui a toujours quelque chose à dire, qui a toujours envie d'exprimer quelque chose. Et moi, je me souviens l'avoir rencontrée il y a quelques années, à un concert au Sénégal où il y avait les Touré Kunda, où il y avait Lokwa Kanza. C'était sur la musique africaine. Et elle parlait déjà de son engagement et du fait qu'il fallait ouvrir la musique africaine à d'autres cultures. Voici l'album qu'on regarde ensemble. Le trio Teriba, mais aussi Dr. John, que tout le monde connaît pour ceux qui aiment le rock, le Kronos Quartet et l'Orchestre Philharmonique même du Luxembourg. Donc c'est vraiment large. C'est ça qui est frappant, c'est qu'elle sait s'entourer. Par exemple, pour Gin, elle était avec Alicia Keys, avec Carlos Santana. Elle mêle, c'est vrai, toutes les cultures. Elle est intéressée, mais surtout, elle retourne aux sources. Avec Gin, elle était repartie au Bénin. Alors, son patrimoine, son ADN africain, elle le garde en l'ouvrant à d'autres cultures. Et elle arrive à garder son identité. On sent que c'est pas une posture chez elle, c'est pas pour faire de l'international ou pour faire un certain style de musique. C'est elle et elle a vraiment, on sent ça, cette énergie, elle est hyper optimiste et je trouve que c'est ce qui nous... Je ne sais pas, ça porte sa musique. Jamais elle s'arrête, comme elle dit. Ma grand-mère m'a dit, tu es hyper active. Sa mère lui a dit, quand tu seras 6 mètres sous terre, peut-être c'est là que tu vas te calmer. Et j'aime beaucoup la façon... C'est une certitude. Voilà. Mais j'aime beaucoup aussi la façon dont elle parle des femmes africaines. Parce que généralement, elle dit, quand je viens en tant qu'ambassadeur, moi, de l'UNICEF, j'écoute ces femmes. Ces femmes, elles m'apprennent parce qu'elle dit, chaque fois, on dit, elles sont violées, elles sont victimes de cela. Et puis les femmes lui disent, écoutez, comme elles lui ont dit au Darfour, elles lui ont dit, écoutez Angélique, ce que vous pouvez faire, c'est mettez votre notoriété pour que la guerre s'arrête et nous allons retourner dans nos champs. Elle dit, c'est ça, il faut leur donner à ces femmes le moyen. Un Suisse parle du Suisse. Michel, qu'est-ce qui lui prend? L'année passée, à Montreux, il a fait un concert absolument délirant, dans lequel il a commencé en arrivant sur scène en étant seul, et puis ensuite il y a 2-3 de ses musiciens qui sont arrivés, 4-5, il a fait une partie de son concert avec son band habituel, 4-5 musiciens, puis après est arrivé une partie de fanfare, la fanfare s'est étoffée, ensuite est arrivé un chœur, finalement le concert s'est terminé avec pratiquement une centaine de personnes sur scène, c'était incroyable, et à la fin du concert, ce garçon est descendu de la scène avec toute la fanfare, a traversé toute la foule de l'auditorium Stravinsky, et il est parti faire du ski. Et descendu 2 étages à pied dans les couloirs avec tout le monde qui descendait, le public ne savait pas ce qu'il fallait faire parce qu'évidemment il n'était pas au courant, et il est parti dans la rue avec sa fanfare, comme ça il a terminé son concert comme ça. Donc c'était un type résultat des courses, maintenant il prend des automates. Finalement, ça va peut-être calmer. Je veux dire, c'est quand même étrange. Mais je pense que c'est un hommage aux boîtes à musique Helvets qui sont fort connues et qui se fabriquaient dans le Jura. C'est peut-être pour ça. Non, je sais pas, mais il faut comprendre, il faut voir Stéphane Eicher comme étant déjà dans les années 80 ou 90, il allait chercher des instruments dont personne n'avait entendu parler pour les insérer dans ses compositions, dans sa musique. C'est un atavisme parce que son père, a priori, bidouillait dans avec plein d'objets électroniques et tout, donc a priori, ça a dû l'inspirer. Il a toujours été formidablement curieux de ça, et puis il a une démarche presque d'un jazzman, en tout cas au niveau de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il ne se satisfait jamais véritablement de ce qu'il a produit, il va toujours essayer d'aller faire autre chose, de continuer une démarche artistique qui est exploratrice, qui est dynamique. Donc moi je suis curieux effectivement de découvrir, ce sera accueilli. Parce que c'est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui vient c'est ça, vous l'avez mentionné, jamais trop loin du monde du jazz. Il faudrait lui poser la question si justement il s'est pas inspiré de Pat Metheny, qui avait fait un album il y a 4 ans Grand guitariste. Oui, grand guitariste, et qui s'était fait construire littéralement nous au Québec on dit une patente. Donc c'est une espèce d'immense
machine qu'il a appelée l'orchestrion et qu'il commandait lui-même avec sa guitare. Alors, dans cette machine-là, il y avait un marimba, il y avait des cymbales, d'ailleurs, qui avait été prêté par Jack DeJohnette, son ami. Batteur. Et il s'était donc littéralement patenté une machine comme ça et il s'était produit en spectacle avec ça. Il a fait un disque aussi avec qui a été quand même assez bien reçu. Donc, c'est intéressant de voir qu'un musicien qui a fait des succès quand même presque planétaires. Moi, je me souviens, Déjeuner en paix, ça a joué en boucle au Québec au début des années 90. S'en aille vers ces 90. Des années 90. Merci. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des passerelles comme ça entre une musique qui est peut-être plus sérieuse et cette musique populaire-là. Parce qu'il faut dire que dans le monde de la musique électronique, de jouer avec ces codes-là, c'est un peu... pas convenu, mais disons que ça arrive plus souvent qu'on a ce genre de rencontres-là entre des automates et des musiciens en chair et en os. Pour moi, le hip-hop, c'est avant tout un état d'esprit, un art de vivre. On fait des toiles, on fait des murs, on fait des textes, on fait des scratchs, on fait des sons. Question, qu'est-ce que le monde francophone a apporté au hip-hop? C'est une question centrale. La réponse est probablement dans l'exposition qui est en bas. Mais Yves, quelle est la réponse qui est la vôtre? C'est la langue française, ce qu'on a apporté au hip-hop. Le français est devenu, après l'anglais, donc évidemment, de Public Enemy, NWA, Wu-Tang Clan, etc. C'est en français que le hip-hop s'est exprimé, voilà, alors à travers MC Solar évidemment, à travers Supreme NTM, à travers IAM, etc. Puis tous leurs héritiers très nombreux depuis, jusqu'à Monsieur Booba dont Estelle vous parlera tout à l'heure. Mais bien avant l'espagnol, bien avant le wolof, bien avant l'arabe, etc., c'est le français qui est devenu la deuxième langue du rap. Et on va dire, il y a une espèce de logique à cela, puisque le rap, ça rejoint quoi finalement? Ça rejoint un peu la tradition littéraire française, puisque c'est avec des mots, même si derrière il y a des beats et il y a de la musique, il y a avant tout de l'expression par des flots de paroles ininterrompus. On peut avoir l'impression parfois que c'est balsacien, tellement il y en a, et des couplets interminables. On va dire la concision. Il y a le meilleur et le pire. Voilà, exact. Et puis la concision n'est pas la qualité première du rap, contrairement parfois à la chanson ou au rock qui, tels des haïkus japonais, peuvent parfois contenir un univers juste en quelques phrases et en quelques rimes. Mais donc, ça plaît beaucoup, on va dire, à la France, à la tradition française, de faire des chansons comme les chansons de Brassens, La Supplique ou Les Trompettes de la Renommée, là, avec 350 couplets et un seul refrain. Voilà, le rap, c'est un peu constitué comme ça. Et en plus, ça a ce côté, souvenez-vous, l'engouement pour MC Solar en disant c'est absolument incroyable, il est allé à l'école, il parle français, il connaît ses conjugaisons, la grammaire, etc. Il dit des choses intelligentes, les gens avaient l'air stupéfaits que ça puisse être le cas. Et ça joue un rôle non négligeable dans le développement social et dans l'acceptation culturelle des enfants de l'immigration. Bien sûr, et ça se poursuit donc avec Abdel Malik, avec les gens du slam, etc., qui montrent qu'il peut y avoir, c'est incroyable, de la culture, y compris dans la musique. Mais est-ce que ça fait évoluer la musique elle-même? Parce que c'est d'abord et avant tout un genre musical. Alors, c'est un genre musical aussi. Est-ce qu'NTM a changé, par exemple, ou est-ce que IAM ont changé le destin du rap? Alors, IAM plus que NTM, parce qu'ils y ont apporté un côté méditerranéen, justement, avec des mélodies qui rejoignaient celles de l'Afrique, du monde du Maghreb, de l'Égypte. Déjà, IAM, avec toute l'imagerie pharaonique qu'il véhiculait. Donc, oui, mais je dirais que le rap français, francophone, puisqu'en Suisse aussi, notamment à Lausanne, il y a une scène très forte, évidemment en Afrique maintenant, qui est dans une explosion incroyable, vous en parlerez mieux que moi, mais ça n'est pas dans la musique que le rap français a apporté quelque chose. Le rap français, il a apporté quelque chose dans ce flot de paroles que certains peuvent considérer comme de la poésie, d'autres comme de la déclaration purement politique, mais qui est lié à cet aspect, on va dire, français, de donner une importance supérieure aux paroles, justement à la musique. Parce que la musique des groupes ou des artistes de rap français, c'est juste la copie de ce que font les Américains. Ils n'ont absolument rien apporté. Je vous dis, à part un peu IAM avec ce côté méditerranéen. 200 000 ans critiques, c'est aussi un Zap Culture qui nous a fait faire plusieurs fois le tour du monde de la francophonie. En voici encore quelques moments.
tout le faste républicain pour accueillir un nouvel académicien. Une réception solennelle en présence du président français pour le célèbre auteur québéco-haïtien. Tous les gens sont là comme dans un vaste roman où seraient tous mes personnages. C'est ça l'idée d'écrire, c'est de rassembler autour de soi tous les gens qu'on aime. Un père et un pays inconnus, la recherche des racines ont mené Bruno Boudjelal en Algérie et vers la photographie. Première étape, retrouver la famille dans un pays en proie au chaos. De façon plus poétique, la Suissesse Émilie de Battista s'est penchée sur l'effacement des souvenirs qu'elle a réalisé en filmant des photos de famille projetées sur des plaques de glace en train de fondre. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Mistral gagnant, la tendre déclaration d'un père à sa fille. Leur filer des coups de pied pour de faux. Arrêtez de regarder mon cul, s'il vous plaît. Et là, c'est toi qui passes une fois de plus pour une grosse pute. Les dialogues sont crus, empreints de dépit, mais aussi pleins d'humour décalé. Moi, je suis plutôt du côté de la comédie, toujours un petit peu noir, et Xavier, dans ses films, est plutôt dans les choses réalistes et crues. Donc c'est un peu cette rencontre, c'est un peu cette alchimie, ce mélange, et c'est un style vers lequel on veut vraiment aller. Ici, vous êtes dans notre atelier de création, donc on réinvente la marque à chaque saison, c'est ce qu'on se dit entre nous. Alors cette philosophie-là de toujours vouloir faire mieux est omniprésente au sein de notre compagnie et au sein de notre équipe. Aujourd'hui, l'association est en redressement judiciaire depuis que la mairie a annoncé une baisse des subventions. Finir comme ça, c'est un peu triste parce que c'est un mépris total de tout le boulot qui a pu être fait et tout ce qui a pu être donné à la ville. La Tour Eiffel, 324 mètres de fierté nationale, le seul souvenir de l'exposition universelle de 1889. Les quais de Seine étaient alors surchargés de pavillons nationaux. Au Grand Palais, parcourir l'exposition Velázquez, c'est découvrir l'œuvre du maître espagnol. C'est aussi apprécier le trait, la profondeur et la beauté de son œuvre, comme la Vénus au miroir. Vous êtes un Picasso. C'est bien. C'est beau. C'est le boudoir turc, tout juste restauré, que le public peut découvrir désormais. Tout un univers qui évoque le harem oriental. On vous sert quelque chose? Ah ben bien volontiers. Un bon petit apéro. Ah bah on n'a que du jus de rhubarbe ou du jus d'abricot, c'est tout. Je blague. Ah. Ce pourrait être le décor d'un film d'angoisse. Des tentacules s'échappent de l'hôtel de ville. Jemont et ses envahisseurs. Il y a des personnes sur cette planète qui n'aiment pas la musique et qui veulent me convaincre que Dieu n'aimait pas la musique. C'est Lim et pas Lee Ji-young qui est la grande gagnante du concours Reine-Elisabeth. Et voilà, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, enfin, si le cas se représentait. Dernière partie du meilleur de 200 millions de critiques, première moitié de l'an 2015, avec Chagall, star à Bruxelles, de l'architecture et de la controverse avec Le Corbusier, de l'humour féminin. Mais pour commencer, le succès mondial du Dernier Loup de Jean-Jacques Hano. Ces deux jeunes instruits vont vivre avec vous pendant 2 ans. En échange, ils apprendront aux enfants à lire et à écrire le chinois. Bonjour. Les loups sont fascinants. J'aimerais capturer un louveteau pour pouvoir l'étudier. J'ai également reçu de la hiérarchie cette directive. Pour éliminer les louveteaux dans les tanières. Tuer les louveteaux, ça permettra d'en réduire le nombre. Si on tue leurs petits, ils vont être furieux et ils vont se venger. Ceci est un ordre. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de faire ça? D'élever un loup dans un village de bergers?
Bonne nuit. Il faut manger. C'est quoi ça? Oui, je l'avoue, c'est moi. C'est moi qui l'élève. Ils entendent les appels de leurs petits et ils viennent leur prendre. Les loups sont partout, ils rôdent autour du camp. Réfléchis un peu, laisse-le partir. J'en ai assez. C'est moi qui le nourris et c'est moi qui l'aime. T'as capturé un dieu pour en faire ton esclave. Tu le paieras un jour. Pousse-toi, ça pousse. Sauve-toi. Bonjour, ma chère Estelle. Bonjour. Comment allez-vous? Mais très bien. Depuis la bise de tout à l'heure. Ça m'a enchanté. Ça m'a réjoui. Non, mais ce qui est vrai que... Un petit café, non, mais ce qui frappe avec ce film... Mais est-ce qu'il est francophone pour vous? Je sais, je me demande même, mais je ne sais pas si les Chinois qui l'ont vu, maintenant c'est passé 12 millions de spectateurs pour voir ce film. Alors c'est vrai qu'il y a eu le succès du Totem du Loup. Ils sont 1,4 milliard. Oui, certes, mais quand même 12 millions, ça fait quand même envie. Je ne suis pas sûre que ça les intéresse que le réalisateur soit français ou pas. Ça, j'en suis pas vraiment convaincue. Mais ça peut peut-être après pour plutôt les producteurs ou les équipes de rentrer dans le marché chinois, parce que c'est très compliqué de rentrer dans le marché du cinéma. Enfin, vous le savez, il y a des quotas draconiens. Il n'y a que les États-Unis qui ont réussi à faire une percée. Et nous, on y est arrivé grâce... Surtout, il y a un énorme piratage. Ça va me faire du mal de le dire, mais à Danny Boone, avec un plan parfait et sur la piste du Marsupilami, ça a attiré 5,2 millions de spectateurs. Pourquoi ça vous fait mal, Danny Boone? Non, pour rien, mais c'est parce que c'est la culture française, voilà, en Chine, pour le cinéma. C'est Danny Boone, mais c'est pas grave, c'est bien, vous avez raison. Il n'y a pas de subversion dans ce cinéma. Voilà, et la Chine, donc maintenant, se dit, la France, ça peut être intéressant. Et donc, si au niveau des autorités chinoises et au niveau de l'industrie cinématographique chinoise, ils se disent « ah non, ça cartonne », alors peut-être qu'ils vont avoir envie de s'ouvrir au cinéma français, aux réalisateurs français, aux productions françaises. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. J'ai une petite remarque qui est peut-être une incidente, comment peut-on dire, qui est peu politiquement correcte, mais moi j'ai ressenti cette histoire-là comme quelque chose, j'allais dire, de beaucoup plus vicieux que vous tous. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il s'agit d'un pouvoir, pour reprendre un peu ce que disait Pascal, c'est un pouvoir communiste version capitaliste, qui essaye de gommer la version du pouvoir communiste qui était communiste. C'est-à-dire qui revient à des valeurs de la civilisation traditionnelle. C'est-à-dire, en fond, le loup, c'est le meilleur moyen d'oublier Mao Tse-tung. En gros, je simplifie la révolution culturelle et cette partie de la Chine qui aujourd'hui... Parce que la contestation des étudiants à Hong Kong aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire ce pouvoir est un pouvoir d'oligarque. On a dénoncé tous ces types qui circulent dans le monde entier avec des comptes en banque faramineux. Donc, pour faire oublier la accaparation des richesses par des gens extrêmement riches qui viennent d'un système qui est celui du Parti communiste chinois, le loup. Oui, complètement. Mais et donc on revient à une position qui est la Mongolie éternelle, les plaines, etc. Oui, c'est le grand prédateur. Oui, mais voilà, et paradoxalement, les Chinois ne s'identifient pas aux Chinois du film, ils s'identifient plutôt aux loups. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un film sur leur propre histoire, où les Chinois triomphants de demain, ceux qui vont réussir, ce sont les loups. Il sourit, elle est légère. Avec la promenade, Chagall raconte l'amour qui défie les lois de l'apesanteur. C'est l'exaltation du bonheur. C'est un homme qui aime la vie, qui aime la simplicité de la vie, plus que le côté frelaté et artificiel de la vie, et qui aime la vie lorsqu'elle s'ancre dans une profondeur qui est une profondeur de vie, de transmission, de savoir et d'espoir. Chagall, c'est une naissance dans un petit village juif de Russie. L'importance de la famille et une identité qui se traduit tout au long de son œuvre. La chèvre, le coq, l'âne, les fleurs, autant de symboles qui se retrouvent dans de nombreux tableaux. Le talent du peintre, c'est d'associer tradition et modernité. Il ose notamment le cubisme pour sa représentation de la tentation. Chagall, c'est aussi de la couleur et de l'humour. Marc Chagall, donc à Bruxelles. Ce n'est pas fini d'ailleurs pour Chagall, puisque cette année, la Philharmonie de Paris proposera à partir du mois d'octobre une grande expo intitulée Marc Chagall et la musique, 13 octobre, 21 janvier 2016. Voici donc le programme. Vous étiez à Bruxelles récemment, c'est normal, c'est votre ville. J'y suis assez régulièrement, oui. Et Chagall est effectivement un immense artiste.
Et c'est l'occasion de le découvrir. Voilà, et c'est une vraie rétrospective. Voilà, c'est une rétrospective, ce n'est pas simplement une exposition. Pour ceux qui connaissent bien Marc Chagall, c'est avant tout l'occasion de voir rassembler en un seul endroit toute une série d'œuvres, dont certaines très renommées, parce que les musées de Bruxelles sont parvenus quand même à obtenir un certain nombre d'œuvres de musées étrangers. Et puis, pour ceux qui le connaissent moins, c'est l'occasion de mieux comprendre son évolution. C'est assez didactique sans être pesant. Il y a des explications qui sont quand même très bien faites et qui prennent le visiteur quand même pour quelqu'un qui est capable de percevoir et de comprendre. C'est pas toujours le cas, mais là, c'est vraiment comme ce qu'on rencontre. Voilà, exactement. On ne prend pas les gens pour des cons, mais on pense quand même qu'on peut leur apprendre quelque chose. Et je dois dire qu'on voit surtout, et c'est ça qui, m'a particulièrement marqué, toutes les influences, la culture juive, la Russie, les traditions populaires. C'est ça qui, à mon avis, est le plus riche dans cette exposition, c'est de voir toutes les racines qui émergent dans les œuvres. Je pense que c'est ça qui est l'aspect le plus émouvant de cette rétrospective, dont on sort quand même en ayant l'impression d'avoir vécu un moment intense et d'avoir appris des choses. Alors, il faut dire que Chagall donc, a fait ce que beaucoup de gens ont fait à cette époque-là, c'est-à-dire le voyage à Paris, car en fait, cette génération d'artistes, Picasso venant d'Espagne, Juan Gris venant d'Espagne, Chagall venant de Russie. Il a une très jolie formule, d'ailleurs, il dit « J'y suis allé car je cherchais sa lumière, sa liberté, sa culture et l'opportunité d'y perfectionner mon art. » C'est une jolie façon de parler de Paris. Mais ce qui me fait rire, c'est quand il dit aussi « J'en ai assez de Chagall, je suis fatigué de moi-même, pourquoi vouloir encore parler de moi ?» Alors, il fait le faux modeste, mais c'est vrai que Chagall, on a l'impression qu'on peut le mettre à toutes les sauces. Alors là, c'est une vraie rétrospective, mais moi, je suis allée voir au musée du Luxembourg, je crois que c'était Chagall entre guerre et paix, on a fait Chagall et la Bible, Chagall et les fables de La Fontaine, maintenant il y aura Chagall et la musique. C'est vrai qu'on sent que ça inspire les commissaires et on sent surtout que beaucoup de gens aiment Chagall. On est certain, en programmant une exposition sur Chagall, qu'on va voir du grand public. Après-guerre, Le Corbusier met son gigantisme au service de la paix, façonnant, comme ici, la capitale du Pendjab en Inde. Poète de l'angle droit ou Picasso du béton brut, on parle parfois de brutalisme. Il propose alors aux ouvriers des cités radieuses que le temps a parfois fait mentir. L'espace que lui consacre le Centre Pompidou jusqu'au 3 août donne au plus grand architecte du siècle passé toute sa mesure et parfois même sa démesure. Question à tous mes camarades. D'abord, est-ce que vous saviez qu'il existait les uns et les autres, avant cette exposition et ces publications, une face, disons, sombre de Le Corbusier? Estelle? J'avoue que non. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces critiques autour de Le Corbusier. Pour moi, c'était vraiment la cité radieuse que j'ai visitée. Et c'est vrai qu'après, ça ne m'étonne pas non plus, vu l'époque, et vu aussi sa conception de l'architecture. C'est vrai qu'il voulait une cité rationnelle, cartésienne, et je peux comprendre que c'est plus au mouvement fasciste de l'époque. Et lui... En revanche, ce qui ne m'avait pas échappé, c'était son côté « je suis le plus grand architecte du monde ». Donc, a priori, que ça soit des mouvements fascistes ou pas, il voulait être le plus grand architecte. Donc, il proposait ses services. Et je pense que ça va aussi dans ce sens, effectivement, que peu importe... Donc, absorbé par l'époque, ça ne vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas. Mais vous ne le saviez pas? Non, j'avoue, mais bon, je n'ai pas votre culture immense. Non, c'est vrai que je ne le savais pas. Mathieu. En fait, j'étais au courant de ses sympathies fascistes, mais évidemment, quand on va voir cette exposition, là, c'est pas là qu'on va l'apprendre. Et c'est là où le bas blesse, parce que pour bien des gens, on en a parlé. On a parlé, par exemple, des rapports troupes de Furtwängler, le chef allemand, Herbert von Karajan aussi, qui a dû subir une période d'un sas de décontamination après la Deuxième Guerre. Actuellement, en Allemagne, il y a toute l'affaire autour d'Heidegger, qui passe pour le plus grand philosophe du XXe siècle. Et depuis qu'on sort les parties expurgées de son travail, on se rend compte qu'il était plus que sympathisant, beaucoup plus que Le Corbusier. C'est vrai que quelqu'un comme Le Corbusier, un architecte, lui, il a directement un impact sur la vie de monsieur et madame tout le monde. L'architecture, l'urbanisme, c'en a un. Donc la question, c'est de savoir aujourd'hui si son architecture, elle avait évidemment un impact, mais elle pouvait être considérée comme un pont concrétisé de ses croyances, de ses convictions. Donc est-ce que c'était une architecture qui était fascisante? Quand on lit les textes d'un certain nombre d'architectes aujourd'hui, on a tendance à penser que oui, ils sont plutôt nombreux à dire que ça rentrait dans cette conception-là. On n'a pas dit un mot sur ce que avait fait Le Corbusier pour l'instant. Hein. On la cité radieuse, je l'ai noté. Absolument. Mais il a fait une chose, par exemple, que je trouve sublime, moi, c'est l'église de Ronchamp, qui est un endroit absolument extraordinaire. Donc... Et Estelle, vous avez parlé de la cité radieuse, la cité du fada, comme disent les Marseillais, qui, quand ils veulent traverser
quand ils veulent traverser le port, prennent le ferry-boat. Hein, mais vous n'avez pas décrit ce qu'était le projet de la Cité radieuse, parce que c'était quand même un projet qui était tout à fait intéressant en lui-même, puisque c'était un espace de vie qui voulait être humain, dans lequel on avait à la fois des habitations, mais aussi de la culture, mais aussi du commerce. Il y a un exemple d'ailleurs à Montréal de quelque chose, moi, qui m'a fait penser à la Cité radieuse, c'est la Cité... de Moshe Safdie. Voilà, exactement. Qui réunit comme ça... C'était lacustre. Oui. Mais d'ailleurs, et c'est intéressant que vous le mentionniez, parce que... Et d'ailleurs, ce pourquoi on parle... Là, on a commencé à parler de ce qu'on a voulu cacher dans cette exposition-là. Et c'est dommage, parce que justement, on prend du temps pour essayer de dire, bien, écoutez, on n'a pas parlé de cet aspect-là de Le Corbusier. Il y a quelque chose qui est complètement oblitéré là-dedans. Et c'est très dommage, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant d'un point de vue théorique. Et ça, je pense qu'on y répond très bien dans cette exposition-là. Mais en même temps, tout ce qui est... Parce que, par exemple, on parle du purisme, parce qu'il a peint aussi beaucoup Le Corbusier, donc cette école du purisme qu'il défendait. Mais évidemment, on ne parle pas, en parlant de son école du purisme, de tout ce qui sous-tendait aussi cet idéal de la pureté dans les années 20, dans les années 30. Et ce sont des choses qu'il faut remplir nous-mêmes. Et en même temps, l'espèce d'architecture utopiste, elle était aussi partagée à gauche. L'extrême gauche était aussi très, très versée là-dedans, autant que l'extrême droite. Alors, de dire que c'est du fascisme, il a construit sous Staline aussi. Je ne suis pas certain que c'est une architecture fasciste, une architecture utopiste. Ça, c'est une chose, ça, c'est sûr. Voici Luigi qui organise cette petite... mon Dieu, je ne me souviens plus du nom. Partouze, cette petite partouze, voilà. Non, Luigi, vous êtes un petit peu proche, alors comment vous dire gentiment? Je n'ai pas du tout envie de faire un karaoké, hein? Et alors, vous pouvez ranger votre micro. Voilà. Voilà, tout nu. Pas tout nu. Tout nu. Pas tout nu. Elle casse du sucre sur le dos des garçons, mais c'est hilarant. C'est juste hilarant parce que tout ce qu'elle dit, on le comprend. Et je trouve que les filles d'aujourd'hui, par exemple, dans leur relation amoureuse, enfin, quand elles dégomment le prince charmant, alors moi j'ai toujours, moi j'ai grandi avec les Disney, donc je pense que je fais partie d'une génération qui a peut-être cru. Eh bien, c'est terminé. Eh bien, c'est terminé. Et elle vous le dit d'une manière. Alors, il faut emmener ses enfants, c'est les petites filles, et les petits garçons aussi assez jeunes. Et là, et elles ont un côté trash. Alors c'est pareil, je trouve pas les mots, mais elles y vont. Et vraiment, ça, je trouve que ça a changé. Un peu de délinquance. Elles ont 30 ans. Elles y vont, mais vraiment, quoi. Aucun tabou. J'ai une question de mec, donc évidemment, parce que évidemment qu'aujourd'hui on retrouve plus de femmes humoristes et puis on retrouve plus de femmes partout dans la société, ça accompagne ça. Il y a eu l'émergence... Même sur le plateau, vous auriez remarqué. Ouais, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, je le redis. Vive la production. Non, enfin bref, il y a eu cette augmentation. Il y a aussi eu la possibilité, de par la télévision, d'avoir plus de sketchs, plus de personnes. Il y a eu toute cette génération donc, de filles qui ont intégré les plateaux et donc la scène. Mais vous, en tant que fille, parce que nous, on connaissait que les discussions qu'on pouvait avoir entre hommes ou l'humour d'hommes qu'on pouvait avoir, d'une certaine manière. Vous qui êtes des femmes, quand vous entendez cet humour-là, vous vous reconnaissez là-dedans? Ou c'est alors quelque chose... Il restez parce que ça peut peut-être vous intéresser. Non mais c'est vrai, comment vous le percevez, nous, parce que nous, évidemment, on le perçoit avec voilà, notre expérience ou notre inexpérience. Vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est emblématique? Non mais c'est emblématique. Florence Foresti, encore une fois, moi ça me parle quand elle parle de l'instinct maternel, ça me parle. Et Bérangère Crève, quand vous savez, elle a un sketch sur l'humour quand on vous interpelle dans la rue en disant hey, vous savez, c'est ce genre de truc super délicat. Non, je sais pas. Et après que ça se termine où ils disent on vous répondait pas et qu'est-ce que, enfin bref, ça devient une grossièreté. On a toutes vécu ça, hein, vraiment par des charmants jeunes hommes qui ont une façon de draguer différente. Et quand elle le raconte, on est juste effectivement que les trois quarts de la salle qui sont des filles, enfin les trois quarts de la salle sont morts de rire parce qu'on est morts de rire parce qu'on a vécu cette situation et elle l'amplifie. Et voilà, peut-être que le message va passer. Ce n'est pas une bonne manière d'interpeller une jeune femme, de la siffler d'une manière un petit peu bizarre, puis de la traiter de salope non plus. Et c'est fini pour aujourd'hui. 200 millions de critiques, oui, mais toujours avec humour. Dylan, prix Pulitzer, qui a tout gagné. Enfin, il continue à tourner en faisant ding ding ding. Ouais. Il met très mal Bob Dylan. Non, un peu la voix, si c'est la voix, là c'est pas mal justement. Là c'est mieux, ça s'en approche. Je me souviens d'un concert des Who et des Rolling Stones à la Fête de l'Humour, on n'entendait rien du tout. Ça, les gens maintenant ne le supportent plus. C'est un argument de personnes âgées, ça. Comment? Oui, c'est vrai. Parce que... Non, mais c'est incroyable, 70 ans, vous imaginez? Danser sur Stravinsky. Ça commence bien.
Elle voulait me faire un compliment, mais 70 ans, vous imaginez, Guillaume? Mais non, souple, mais Guillaume. c'est incroyable. Êtes-vous souple? Je regarde, des mains, c'est extrêmement souple. Vous faites des trucs vachement bien avec les bras, vous, hein? Je suis du sud. De la Belgique. Je suis de la Belgique. Alors, moi, je ne vais pas vous raconter ma vie. Je n'ai pas été tagueur dans... Je n'ai pas été tagueur dans une autre... Avec la casquette à l'envers. Oui, ce serait bien, hein. Yo. Avoir inventé la marinière, c'est le vêtement le plus ridicule qui soit porté par Arnaud Ami Montebourg. Breton, bonjour. Mais lui, il est Saint-Tropez, donc il ne supporte pas les Bretons. Pourquoi on ne doit pas y aller? Parce que c'était à Ouagadougou, Ouagadougou, ça va être un peu compliqué. Ah, mais ça, j'avais compris, merci. Pourquoi vous posez la question? Il n'y a pas écrit la poste. Pourquoi vous Voilà, alors... Peau de vache, va. Ne Mathieu. faites pas vos 80 ans. Ah, c'est vrai. Vous croyez pas les rayons X, c'est ça? Non, c'est-à-dire que là, elle a un problème avec la directrice du Prado, elle ne peut pas la supporter. Je la connais absolument pas, mais... Les rayons X nous mentent. N'oubliez pas ça. Les nouvelles viennent lentement jusqu'à vous, mais c'est un livre formidable. D'ailleurs, un prix France Culture Télérama. Rassurez-vous, il était là bien avant, mais c'est juste que moi, je suis tombé dessus, récemment. Si une claque est nécessaire, une claque est nécessaire. Mais en tout le monde n'a pas le privilège de discuter avec une boule de billard. Non, mais ce que vous disiez, c'est intéressant quand vous parliez du fait que c'était peut-être plus simple toujours pour les intéressant artistes. quand je parle. Forcément, monsieur le directeur. J'ai bien fait. Pas mal. Mais vous aussi. Oh, merci, monsieur le directeur. Donc... En même temps, ce que dit Guillaume est tout à fait vrai. J'ai eu un moment de grande angoisse. Non, mais c'est... Oui, Raoul, non, mais... Je croyais que tous les chefs s'appelaient... Non, mais du moment que tu ne m'appelles pas Raymond, tout va bien. Nous, ce qu'on préfère avec Alain, quand même, c'est les boulaises sauce lapin. Comme je l'ai dit, c'est pas ma tasse de thé, mais je reconnais une audace à ce chanteur-là. Une audace de thé. J'ai hâte de découvrir Richard III. Vous aviez déjà vu le 1 et le 2? C'est pompé sur le film Chouchou avec C'était l'été 82, la première fois où je t'ai rencontré. Nous étions seuls sur la plage et tu étais belle à rêver. Nous nous sommes regardés un instant, tu m'as dit alors: oublie tes soucis, glisse dans mes bras. Je me suis approché pour t'embrasser.